Bonjour Thierry. Et bonjour Christophe. Aujourd'hui, on va voir un peu ton activité de conteur. Oui. Mais avant, donc, en préambule, je vais t'inviter à nous raconter une petite histoire. Et on se retrouve juste après pour discuter ensemble. Entendu. En ce temps-là, à cette époque-là, dans ce village-là, juste au bord de la montagne, il y en a un, comme dans tout village, non pas l'idiot ou le babache ou le boubours, comme on dirait par chez nous. Non, c'était pas le simplet dont on va parler, ni le ravi, comme diraient les Marseillais, mais Jacou, la langue de vipère. Tout le monde le connaît, il ne peut s'empêcher de parler dans le dos des gens. Si par hasard il rencontre monsieur Machin qui raconte des tristes nouvelles de madame Bidule, autant vous dire que dès qu'il croise une autre personne, il ne fait qu'empirer la chose. Tout le monde le sait. C'est plus qu'une seconde nature, c'est sa nature, il ne peut pas faire autrement, et même dans sa famille, il fait pareil. Tant et si bien que lui, qui a à peine 16 ans, il est devenu autonome, comme il se plaît à dire, et autant vous dire qu'en réalité, c'est sa famille qui l'a chassé dans une vieille cabane en bois, juste au bord de la montagne, car on ne veut plus de lui. Quand il ne parle pas sur le dos des gens, eh bien, il ne fait rien. Alors, on l'envoie en montagne, aller cueillir des champignons, aller trouver de quoi se nourrir, chercher de l'eau. Et ce jour-là, alors, il est près d'un petit buisson, cherchant quelques baies ou quelques champignons. Il voit une ombre qui le recouvre, une ombre immense, une odeur de bête, une ours, face à lui, qui le regarde droit dans les yeux et lui dit « Tu m'épouses ou je te bouffe ?» Jacou est surpris, il balbutie, tout de même, comme épouse une ours, elle s'approche un pas de plus. Tu m'épouses ou je te bouffe? C'est que, quelqu'un m'attend au village, elle s'approche un pas de plus. Tu m'épouses ou je te bouffe? D'accord. Et depuis ce jour, autant vous dire que la vie de Jacou est totalement différente. Étonnamment bien plus douce. Certes, il vit dans une grotte un peu humide, avec pas de porte pour occulter la lumière pendant la nuit, mais néanmoins il a de quoi boire, de quoi manger, car sa femme s'occupe de lui comme personne. Alors bien sûr, le soir venu, elle vient se frotter à lui et il loue la douceur de son poil, il loue la douceur de ses caresses et puis la fraîcheur de son haleine, et le temps passe paisiblement, tranquillement, et au bout de 3 mois, il dit à sa femme « Je dois aller revoir les miens. » « Non, sinon tu ne reviendras pas. »« Mais si, je dois aller les voir, ils vont s'inquiéter. »« Non, sinon tu ne reviendras pas. S'il te plaît, juste 3 jours, puis promis, juré, je reviendrai. »« D'accord, mais si tu ne reviens pas au bout de 3 jours, je te retrouve et je te bouffe. »« Ah, d'accord, ma belle, ma douce, ma tendre, avec ton poil si doux, avec tes caresses si tendres, je ne pourrais pas vivre sans toi, et le voilà déjà parti. » Mais elle entend bien dans sa voix, cette autre voix, cette ironie, ce sarcasme permanent. Elle ne s'y trompe pas, alors elle le suit. De loin, elle le suit à l'odeur. Elle se cache derrière les arbres, s'approche de cette maison en bois qui est près de la montagne, celle de ses parents. Il toque 3 fois à la porte, on lui répond et son père dit « Oh, Jacou, ça n'a pas l'air de te faire plaisir de me voir. C'est que, on te croyait mort. Non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis marié. » Ah, femme, tu entends? Jacou, il s'est marié, je sais pas comment il a pu épouser une femme. C'est
c'est pas une femme. Quoi? Un homme? Non, c'est une ours. Oh, c'est pas vrai. Une ours, toi. Et elle écoute juste derrière moi. Si tu savais, papa, quelle horreur je vis. Elle a une haleine pestilentielle. Son poil est aussi rude que celui d'un porc-épic. Quant à ses caresses, la dernière fois, elle a failli m'arracher le bras. Papa, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Et hop, il la laisse rentrer. Et l'ours a tout entendu. Et elle repart dans sa grotte. Après 3 jours de langue de vipère, le village n'en peut plus et le 3e soir, on le renvoie chez lui, dans sa grotte, dans la montagne, avec sa femme. Et lorsqu'il arrive, il est surpris. Il voit un corps allongé, la tête tordue, la langue pendante, un bras arraché. C'est un bûcheron, il le reconnaît, un bûcheron du village. D'à côté, sa femme s'approche de lui, lui tend la hache et lui dit « Tu prends la hache et tu frappes le plus fort possible sur mon crâne. » « Je peux pas faire ça, ma tendre et douce épouse, je ne peux tout de même pas. Tu me frappes, sinon je te bouffe. » Et là, il ne la fait pas répéter 3 fois. Il prend la hache à 2 mains, il lui fracasse le crâne. Une plaie s'ouvre, du sang jaillit, elle hurle. Puis enlève la hache, s'approche et lui dit « Comment est la plaie ?»« C'est vilain, c'est horrible. C'est pas moi qui voulais le faire, c'est toi qui as insisté. Ne t'inquiète pas, je reviendrai, tu auras de quoi boire, de quoi manger. » Elle s'en va. Le voilà tout tremblant, tout sanglotant, mais quelle violence! C'est pas lui, hein, c'est elle qui a insisté, il voulait vraiment pas le faire. Hein. Oh non, lui, c'est pas de ce genre-là. Hein. Non. Passe une nuit pas très tranquille et le lendemain, il voit de quoi boire, de quoi manger. Les jours s'enchaînent, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et au bout d'une semaine, alors il est encore en train de dormir, il sent son odeur, il ouvre un œil, le 2e, il voit le crâne, cette plaie encore sanguinolente. Alors, non, c'est pas très beau, je reviendrai. Le temps passe, ça passe. Plusieurs semaines, et un matin, il la voit arriver, elle penche son crâne, alors... Ah, il y a des poils qui commencent à repousser, à s'est refermée. La cicatrice sera pas très belle, hein, mais tu vas t'en sortir, ma chérie, ma tendre. Et hop, elle s'en va. Le temps passe, ça passe quelques semaines, encore 1 mois. Et un soir d'entre les soirs, alors qu'il mange une pomme, tranquillement, profitant d'un début de coucher de soleil, il la voit arriver. Elle penche son crâne et lui dit alors « Ah, ça y est! Oh! Ah bah c'est... Bon, voilà la cicatrice, hein, mais totalement guérie. Bravo, ma chère et tendre. Alors, comme ça, tu vas revenir habiter à la grotte? Ah, ça me ferait plaisir, hein, tu me manquais. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit « Tu vois, mon cher époux, les blessures du corps, même les plus graves, finissent toujours par guérir. Celles de l'âme ne guérissent jamais. » Et elle le bouffe. Eh bien, merci beaucoup Thierry. Alors, d'où vient l'histoire que tu nous as racontée? Est-ce que ça fait partie d'un de tes spectacles? Alors, c'est un conte qui est à mon répertoire, qui n'a pas intégré encore un spectacle spécifique. C'est un conte traditionnel, hein, qui vient de France, région exacte. Je crois que ça doit être aux alentours des Pyrénées, me semble-t-il, si mes sources sont encore bonnes. La thématique de la violence suit mon travail depuis un certain nombre de temps, et lorsque j'ai découvert cette histoire, j'ai eu envie de la conter. Alors, comment est venue ton envie de raconter, de devenir conteur professionnel? Alors moi, j'ai découvert les arts de la scène lorsque j'avais 17 ans, que j'étais étudiant, faisant du spectacle de rue. Et mes premiers pas sur scène n'étaient pas sur scène, mais c'était dans la rue, dans un grand espace vert à Villeneuve-d'Ascq. C'était sur le mythe de Prométhée, en spectacle de rue. Puis je me suis inscrit, j'ai participé à différentes aventures de théâtre de rue, Clarks et Décibel, de théâtre
théâtre amateur, le KGB. Et de fil en aiguille, j'ai comme ça bâti une expérience. Très vite, je me suis intéressé à la mise en scène. J'ai commencé à travailler dans le spectacle vivant de l'autre côté de la barrière. Et puis mes activités professionnelles amateurs sont devenues de plus en plus professionnelles. J'ai été face à un choix, donc j'ai franchi la barrière, je suis devenu artiste professionnel aux alentours. Je sais jamais très bien ma première intermittence, si c'est 2001 ou 2002, voilà, en tant que metteur en scène, puis comédien. Et en 2003, lorsque j'ai créé Hamlet raconté aux petits, je me suis rendu compte que ma présence sur scène était non pas tant pour incarner un personnage, mais pour raconter une histoire. Donc je me suis formé, j'ai côtoyé de nombreux conteurs, Pierre Delis, Éric Pintus, Jacques Falampin, Daniel Fatou. Puis je me suis formé, notamment Clio, au Conservatoire de littérature orale, auprès de Pépito Matteo, de Marc Buléon. Et puis j'ai continué ma formation d'acteur professionnel à la Ligue d'impro de Marc, avec la compagnie Joker, etc. pour toujours alimenter mes compétences. Alors ben voilà, non, ça répond à ma question. Comment t'es-tu formé au métier de conteur? Voilà. Désolé. Non, très bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le conte, dans ce que tu fais Alors, ce sont deux choses. D'une part, moi, la divergence que je mets vis-à-vis du métier de comédien, quand je suis sur scène en tant que comédien ou face à une caméra, c'est que en tant que conteur, je ne suis pas quelqu'un d'autre, je suis moi-même. C'est l'authenticité et pas devenir quelqu'un d'autre qui compte. Et deuxièmement, c'est la relation au public qui est absolument fondamentale. Et qui parfois, en tout cas à l'écran, c'est évident, et sur scène parfois, dans des mises en scène où il y a un quatrième mur, le rapport au public peut être, voilà. Donc moi, le rapport au spectateur est une chose absolument fondamentale. Et puis après, ce qui me fait vibrer plus qu'une langue spécifique ou une psychologie de personnage, c'est une histoire, un récit, avec un début, un milieu et une fin. Et quel est ton répertoire? Est-ce qu'il y a des histoires que tu aimes raconter, des thèmes, des genres qui reviennent plus souvent? Alors mon répertoire est assez ouvert, il est assez fourni en fin de compte, parce que tout en faisant mon travail de conteur, moi je continue mon travail de professionnel, d'artiste de proximité, donc j'ai répondu à un certain nombre de commandes, donc du coup j'ai mon répertoire qui s'est nourri avec un certain nombre de commandes sur l'eau, sur les géants, et puis après moi il y a des histoires que je suis allé chercher moi-même, soit en voyage de collectage à l'étranger, notamment au Nicaragua, où je suis allé grâce à une bourse de mobilité européenne pour aller collecter des histoires du Nicaragua. Mais bon, force est de constater que j'en raconte très peu. Sinon, je raconte des histoires du Nord-Pas-de-Calais, du Japon, de chez les Amérindiens. Je raconte des histoires ayant pour thème, pas exclusivement, mais parfois assez régulièrement sur le thème de la violence, comme Jacou et l'ours, car c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup et m'interpelle en tant que conteur et aussi en tant que comédien et metteur en scène. Et les corbeaux, je raconte des histoires de corbeaux de tous les pays. Et depuis la rencontre avec Antoine Marem, violoniste émérite du groupe Azaviata et membre du collectif Inilo Temporel où je fais partie, j'ai découvert le répertoire Zigane, pour lequel j'ai vraiment une profonde affection désormais. On va le voir tout à l'heure en présentant tes spectacles. Alors tu racontes à la fois pour les adultes et pour les enfants. Comment abordes-tu ces différents publics? Est-ce qu'il y a une manière particulière de raconter en fonction des personnes que tu as en face de toi? Alors, tout à fait. Donc, pour moi, le travail de conteur, c'est pas un texte par cœur, c'est pas appris, c'est une trame, des images mentales dans mon esprit et un rapport au public. Et en fonction du public que j'ai en face, je vais choisir les mots pour décrire les images que j'ai en tête suivant la trame précise. Donc, j'ai envie de dire, du coup, il n'y a pas de méthode spécifique vis-à-vis des personnes âgées ou des maternelles ou des collégiens ou des primaires. Si en effet il y a peut-être une différence quand j'aborde vraiment sur du public de maternelle,
j'agrémente la parole d'illustrations physiques ou sonores ou visuelles beaucoup plus généreusement. Tandis que pour le reste du public, on peut rester sur la parole, même si venant d'une pratique de théâtre corporel, le corps s'investit dans la parole assez spontanément. Donc du coup, moi, c'est dans le rapport au public, et en fonction de qui j'ai en face, je vais choisir les mots. Et comme je me plais à dire chez les conteurs, même si certains le disent ou pas, enfin voilà, on en dit tellement des choses. Pour moi, une histoire, c'est 3 ou 33. On doit pouvoir la raconter en 3 minutes ou en 33 minutes en fonction du public. Quand on voit le public, on se dit c'est cette histoire-là que je dois pouvoir raconter, on va trouver le moyen de... et les raccourcis ou les détours en fonction du temps qui nous est imparti et du contexte. Alors, tu habites à côté de Lille. La dimension régionale, c'est quelque chose qui compte aussi pour toi, sans jeu de mots. Hein. Les contes et légendes des Hauts-de-France sont bien présents dans ton répertoire. Oui, assez régulièrement. On a monté un répertoire avec Antoine Barême qui s'appelle Contes de Schnorr. On raconte quelques contes d'un buveur de bière, de Charles Delin, la légende de Marie Groette, d'une bien curieuse manière, quelques histoires courtes de Cafouniette. Donc oui, je ne suis pas un spécialiste du patois, mais j'ai été en partie élevé par ma grand-mère qui parlait patois, donc je ne peux m'empêcher, ça revient. Comment prépares-tu tes spectacles ? Est-ce que ça passe par une longue phase écrite ou pas du tout ? Alors tout dépend des types de spectacles. Quand on est sur des spectacles de l'ordre du théâtre-récit, oui, il y a une phase d'écriture. Quand on est vraiment sur un spectacle de conte, donc il y a d'abord une recherche du répertoire, de la thématique, et ensuite une appropriation des histoires qui se fait le plus loin possible de l'écriture, le plus proche de l'oralité. Et donc, ce qui reste comme trace par écrite sont vraiment des trames. Un spectacle d'1h15 en conte pur, en oralité, peut tenir sur même pas une page. Tellement que c'est vraiment que le squelette de l'histoire. Parce que je m'efforce de rester vraiment sur les images mentales. Par contre, je peux dessiner, je peux faire des linogravures, je peux faire des croquis beaucoup plus généreusement, plus que de l'écriture. Et après, par contre, quand le spectacle est monté, pour ne pas perdre toutes ces... Souvent, il y a un enregistrement, soit caméra, soit en zoom, en MP3. Et ensuite, quand j'en ai le temps, suivant, une retranscription de ce que comment je l'avais raconté à l'instant T, pour avoir un peu de trace des images verbales que j'avais trouvées à ce moment-là. Et lorsque je reprends le spectacle, je repars sur ces traces. Alors voyons justement ces spectacles que tu proposes. Et parmi les spectacles prévus prochainement, il y a Complètement à l'Est. Ouais. Donc c'est un spectacle qui prend plusieurs formes suivant les âges. Suivant les âges des spectateurs, et tu les emmènes dans les pays d'Europe de l'Est. Tout à fait. Donc c'est un travail sur la culture tzigane avec Antoine Barême au violon. Donc c'était au début un spectacle qui s'appelait Complètement à l'Est, qui est devenu 3 spectacles. Donc La Rapuska, 1h15, tout public à partir de 8 ans. Vraiment scénographie minimaliste, un guérison, un tabouret, un tapis, un fond de scène quand besoin. Voilà, du conte pur, Puis on nous a demandé une version scolaire plus courte pour les primaires. Otesanek est né, 50 minutes, 45-50 minutes. Et ensuite on nous a demandé une version maternelle, donc Kalebala est né. Donc là avec une scénographie, une roulotte sur scène. Voilà, qui vient s'agrémenter d'images de l'histoire sur un conte symbolique tzigane avec une toute petite fille qui voudrait avoir des cheveux en or. Et alors ça, c'est prévu, donc la version Kalebala, c'est les 26, 27, 29 et 30 juin, mais c'est, je crois, pour les scolaires. Hein. Oui, ça sera une programmation pour les scolaires à 9h30 et 10h30 au centre Légendoria à Roux-Varandin, grâce à nos chers camarades de la compagnie L'Éléphant dans le Bois sur Mesure Production. Près de Douai. Hein, voilà, juste à côté de Douai. Et
Donc il y a Antoine Marem, qui t'accompagne au violon. Oui, alors c'est vraiment un travail mêlé, musique et paroles, et pour tout dire aux auditeurs, même le travail, c'est différent pour Kalebala parce qu'on s'adresse à des maternelles, donc recevoir beaucoup de signes en même temps, visuels, sonores, musicaux et des paroles, on hache un peu, on sait pas l'un après l'autre, mais c'est moins imprégné, alors que dans Complètement à l'aise, donc les deux autres volants, Lara Puska et Otes Anek, le violon et la parole sont tout le temps. Et d'ailleurs, certains contes ont été choisis parce qu'Antoine disait je voudrais jouer tel morceau de tel pays. Qu'est-ce que tu peux proposer comme histoire? Donc on a vraiment travaillé dans un dialogue. C'est pas du tout un travail d'accompagnement. C'est vraiment parfois, j'ose le dire, le conte accompagne la musique. Voilà. Et Antoine Marem est présent également sur d'autres spectacles. Comment est née cette collaboration entre vous? Une rencontre la plus simple du monde. J'étais sur un salon du livre à Béthune et mon camarade Sébastien Naert, éditeur du Tétra Magique, me fait transmettre un ouvrage en disant tiens, tu peux faire une dédicace. Ah super, c'est à qui? C'est pour une petite fille qui va naître. Je crois que je sais pas, faudrait demander. T'as qu'à lui demander. C'est le violoniste qui est là. Il y avait un groupe qui était en train de jouer. C'était Azaviata, en mode animation. Puis je suis allé voir, j'ai écouté, j'ai trouvé ça vachement bien. Je me suis dit, c'est toi qui... je vais te faire une dédicace. Voilà. Donc sa fille était pas encore née, qu'il avait déjà envie de lui offrir le dernier des corbeaux. Donc je suis reparti avec sa carte. Et puis un jour d'entre les jours, j'ai eu une proposition de contrat sur un conte de Noël accompagné d'un musicien. J'ai fait appel à lui. Et depuis, on s'est rendu compte qu'on faisait le même métier de collectage de paroles ou de musique par voie orale, et donc du coup il m'a invité à découvrir son répertoire, le répertoire de Zigane, et depuis on est sur 3 formes, et une 4e naîtra en décembre d'ailleurs. Un petit scoop. Voilà. Et il y a aussi, prochainement ça va être le 21 juin, il y a aussi une Gazette Mazette, un spectacle qui mêle conte et marionnette, en collaboration là encore avec une autre artiste, Karine Ronce, qui se proclame recycleuse d'imaginaire. J'ai pu lire un spectacle sur les souvenirs. Tout à fait. Alors là, j'ai eu le plaisir d'être appelé en tant que conteur et marionnettiste, même si je suis pas marionnettiste à proprement parler, mais j'ai pratiqué la marionnette à fil et je me suis formé auprès de la compagnie Marie Scanor. Donc voilà, j'ai vu créer plusieurs spectacles de marionnettes à fil. Elle connaissait ma passion pour les corbeaux. On s'était croisés plus de 15 ans sur d'autres projets, et donc elle m'a appelé à participer à cette aventure en tant qu'interprète, et je suis ravi de travailler avec Karine parce que c'est un vrai plaisir. Elle a un univers complètement singulier, très original, très fort, et en effet son histoire Gazette Mazette ne laisse jamais indifférent, et nous avons beaucoup de plaisir à la raconter en mots et en images. Oui, donc des marionnettes faites de papier. Papier journaux, ah oui, ouais. D'une fragilité étonnante. Moi qui ai manipulé certaines marionnettes à fil qui font, pour certaines 12 kilos, là, du plat de la main, on l'écrase. Donc ça nécessite une douceur, une précision d'une toute autre nature. Il y a même, je pense, aussi des ateliers autour de ces... Oui, on avait eu l'occasion de faire différentes actions. Mais oui, il y a des très beaux ateliers avec des enfants et notamment des maternelles pour la réalisation de marionnettes. Alors, on l'a vu, il y a aussi des spectacles de contes autour de la région, des Hauts-de-France, les contes de Schnorr, tu disais tout à l'heure, et puis aussi Pépé Jardine. Bon, ça, oui. C'est autour du monde de la mine, c'est ça? Oui, on l'avait créé en co-réalisation avec le Centre historique minier de Le Ward, donc un conte en objet et en musique, un peu à la manière de Pierre et le Loup, où chaque personnage est représenté par un instrument de la fanfare du Nord-Pas-de-Calais, et c'est à la fois un instrument de jardinage. Et c'est un peu une quête initiatique où des animaux vont aider Pépé Jardine à trouver du charbon dans une mine qui est fermée. Voilà, donc c'est un spectacle qui a eu une vie très très sympa, avec un décor assez conséquent pour le coup, un spectacle pour maternelle, de 40 minutes.
Voilà, qui arrive un petit peu en fin de vie, en fin de parcours, mais c'est les projets, ils ont leur vie. Et puis, alors ça, c'est... je pense que tu fais ça surtout à la belle saison, mais une forme plus minimaliste pour tes histoires, c'est drone de conte, où tu racontes pour 2 personnes par l'intermédiaire d'une boîte. Oui, j'ai une grosse boîte sur la tête avec 2 trous. Il y a un comédien qui est à mes côtés, qui invite les personnages à découvrir ce drone qui n'est pas furtif, qui est très bruyant, qui n'est pas discret, il est très coloré, et qui ne vous veut pas de mal, ne veut pas vous surveiller, mais juste vous raconter une histoire. 2 personnes mettent la tête, je les scanne, entre guillemets, on a 10 secondes, je choisis l'histoire, et je raconte une histoire d'environ 2 minutes pour 2 spectateurs, et bien évidemment avec le travail du comédien et du musicien qu'on a en version trio avec Antoine Marem, au bout de 30 secondes on n'a pas moins de 10, 15 voire 30 personnes autour de la boîte pour tous écouter l'histoire. C'est vraiment un chouette projet. Et puis on disait le corbeau tient une place importante dans ton répertoire. Et un spectacle qui s'appelle le dit du corbeau. Hein. Oui, je raconte des histoires de corbeaux de tous les pays depuis de nombreuses années, depuis quasiment le début de ma découverte du monde de l'oralité. Donc depuis 2003-2004, je raconte des histoires de corbeaux. Cette année, en février 2017, j'étais convié à faire une résidence de création au Château Coquel à Dunkerque. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je dis, écoutez, ça fait des années que je dois me pencher sur mes corbeaux. Et donc est né le projet Le Dit des Corbeaux, qui est composé de 2 formes. Le Dit du Corbeau, tout public à partir de 8 ans, 1h15, et Corbeau qui est tu 50 minutes à partir de 6 ans, où là, il y a vraiment un répertoire, en fin de compte, assez conséquent sur des histoires de corbeaux de tous les pays, avec une approche assez musicale et sonore. Et alors, le corbeau et aussi l'ours avec l'homme à la peau d'ours. Donc ça, c'est sur le thème de la guerre 14-18, d'après les frères Grimm. Oui, c'est un conte revisité que j'ai eu le plaisir de découvrir en stage au Clio, raconté par l'une des stagiaires. Et puis je me suis dit, ça, c'est une histoire qui me plaît bien, qui met en parallèle la question de la dignité et de la richesse. Donc la question est très très intéressante. Et lorsqu'on était on a eu des différentes commandes, sollicitations autour de la guerre, et puis du coup j'avais proposé ce travail-là, on l'a créé en duo avec Antoine Marem, et il y a eu une belle petite vie ce projet-là, très très sympathique, et les réflexions notamment, on était intervenus en prison à ce sujet-là, et les échanges avec les détenus étaient passionnants à ce sujet. Et tu animes également des ateliers, mais c'est souvent dans le cadre des spectacles ou c'est régulier Alors de manière générale, étant donné que on nous sollicite quand même assez plus souvent pour des ateliers que pour des spectacles, et pour moi que le contenu artistique de ce qu'on fait est tout de même fondamental, je fais toujours en sorte de relayer un atelier à un spectacle, hormis des cas spécifiques bien entendu, mais la plupart du temps ils sont reliés à un projet artistique. Donc il y a par exemple des projets d'écriture, d'ateliers d'écriture liés à Vie de chien. Après, il y a des projets d'écriture liés au projet Trou paumé, mais qui peuvent aussi être en illustration, Bertrand Arnould. Voilà, on essaie d'articuler les projets de cette manière-là, puis après on vient me solliciter pour... par exemple, là, le Labo des Histoires à Roubaix m'a sollicité pour un atelier d'écriture de contes dans une classe. Bon, voilà. J'ai l'atelier à Rouvarandin, Tout conte fait, en binôme avec un illustrateur, Michel Cocotte. Voilà, tout, c'est suivant les sollicitations, les projets. Alors, des projets en cours, justement, en ce qui concerne le conte dont on pourrait parler Alors les projets en cours, donc Kalevala, à Legendoria, cet été on enregistre le CD. Et oui, on s'y colle, on va faire un CD pour que ça sera une version un petit peu réduite du spectacle qui fera plus 20-25 minutes avec un travail plus étoffé sur la musique, des musiciens invités. Donc ça va être le travail, un petit peu de tournée d'été mais plutôt légère, ce qui permettra de travailler les projets futurs. Donc je serai le 16 juillet au pavillon de chasse à Villeneuve d'Ascq pour la légende de la cité. Je serai le 19 août à Bruxelles avec les Contes de Corbeau pour un festival de théâtre nomade.
Voilà, puis autour des journées du patrimoine, les 16 et 17, il y aura des choses, et notamment le 17-09, il y aura une reprise de contes de Schnorr à Veskerk sous chapiteau. Voilà. Et pendant ce temps-là, nous allons travailler 2 projets. L'Arbre à toutes graines, qui sera le 4e volant de la trilogie, donc qui ne sera plus une trilogie, complètement à l'est, sur des contes de Noël, sur un conte de Noël, Zigan, voilà, et qui sera une création originale musicale et d'histoire à partir de motifs traditionnels. Et par ailleurs, je reprends mon activité de comédien et d'émetteur en scène, même si le conte n'est pas loin, en adaptant à la scène le Cid tout seul, en 45 minutes. Voilà. Très bien. Et puis signalons, on va le redire, qu'il y a Gazette Mazette le 21 juin à 14h30. À Louvroil, à côté la de Maubeuge. médiathèque, place du Général de Gaulle. Oui, et il y aura aussi présentation des marionnettes qu'a créé Karine en atelier avec les personnes du coin. Alors, pour suivre ton actualité, eh bien c'est simple, c'est thierrymoral.fr. Tout à fait. Tu peux taper aussi temorenseine.fr, j'ai plus l'habitude. Voilà. Et puis tu fais aussi des collages, on peut le voir aussi sur internet. C'est temor, tmor.eclablog, eklablog.com. Tout à fait, l'exposition, ce sont les derniers jours, je démonte le 22 juin à la Maison du Don du Son à Lille. Voilà, les derniers jours pour voir cette exposition. D'accord. Et puis, on va extrapoler pour parler de tes bouquins. Il y en a un qui va sortir bientôt. Oui, le 28 juillet, Reconstitution, publié chez IS Éditions, une maison d'édition marseillaise. Et donc pour la première fois de ce que j'écris, donc c'est mon 5e roman et c'est rangé dans la rubrique thriller, polar, collection Sueur glaciale. Je ne l'avais pas écrit dans ce cadre-là, mais c'est comme ça que l'a pris l'éditeur. Donc voilà, c'est l'histoire qui guide ma plume plus que moi qui décide de dire je vais écrire un ceci ou je vais écrire un cela. C'est l'histoire qui me mène. Et donc oui, c'est une histoire singulière, assez ancrée dans le Pas-de-Calais d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs je viens de mettre en ligne un teaser sur YouTube avec une petite présentation et un bref extrait de lecture. Eh bien, merci beaucoup Thierry. Merci Christophe.